Bonsoir à tous et bienvenue sur votre émission Les Remplaçants avec Yacine Yousfi et Raphaël Chader. Bonsoir les garçons, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à débattre avec nous ce soir. Bon, on a plusieurs thèmes. On va commencer tout de suite avec le premier thème qui est le Paris FC. Voilà, c'est le rachat avec la famille Arnault, première fortune de France et Red Bull. Est-ce une bonne chose pour le foot français, l'arrivée d'une telle fortune selon vous? Est-ce que ça ne va pas créer trop de disparités? Et est-ce que cela va amener une rivalité en plus à Paris et créer un vrai gros derby selon vous? Yacine, quel est ton avis? Alors, il y a plusieurs questions qui sont très intéressantes. Moi, je pense que c'est une très bonne chose pour le football français parce que, bon, il y a la famille Arnault, mais il y a Red Bull qui vient épauler la famille Arnault et ça va beaucoup s'axer, je pense, sur la formation, sur la valorisation des jeunes. Et on le voit d'ailleurs, hein, quand les jeunes Français partent en Allemagne, ils sont vite très bien formés, ils prennent une autre dimension. On l'a vu à l'image d'Nkunku, par exemple, qui vient de la région parisienne et qui a pris une autre dimension en Allemagne. Donc je pense déjà que c'est une très très bonne chose. Après, le Paris FC va forcément prendre une autre dimension. Quel sera l'objectif? Je pense pas que le Paris FC va aller dans une logique de forcément concurrencer le PSG d'un point de vue sportif. Mais par contre, le Paris FC va peut-être poser des petits problèmes au Paris Saint-Germain au niveau de la formation. Ça peut être aussi au niveau politique par rapport au Parc des Princes, parce qu'il y a aussi ce sujet-là derrière ça. Donc, je pense... rivalité avec le PSG, ça me paraît prématuré. Je pense pas que le Paris FC, historiquement, c'est pas un club qui a une énorme identité non plus. Il n'y a pas beaucoup de supporters du Paris FC dans la rue. Enfin, moi, j'habite en plus à côté du stade. J'ai jamais vu de supporters à proprement parler du Paris FC. Mais ça va prendre du temps, en tout cas. Ça va prendre 5-10 ans pour créer quelque chose. Ça va prendre du temps. Après, je vais davantage développer. Je vais laisser la parole à Raph. Mais je pense que ça va poser des petits problèmes sur certains aspects au Paris Saint-Germain, mais comme la formation, comme l'aspect politique par rapport au Parc des Princes. Mais ce club-là ne sera pas en mesure, que ce soit d'un point de vue économique et d'un point de vue culturel, pour rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Alors moi, pour revenir sur toutes ces questions-là, déjà dans un premier temps, il faut savoir que le football français est en perte de vitesse sur l'échelle européenne. Donc forcément, avoir un club qui a en plus une expérience allemande et autrichienne via Leipzig et Salzbourg pour amener, et puis même, alors je ne sais pas si c'est en lien avec le New York Red Bull également, mais outre-Manche également. Tout ça pour dire que par rapport au sujet en question, ça va apporter forcément une plus-value à la Ligue 1 d'avoir potentiellement à terme un club avec des moyens capables de rivaliser avec certains gros clubs français, voire étrangers. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le timing est bon ou pas? Parce que là, le temps que le club remonte en Ligue 1, qui se stature, etc., là, on tend plus à un modèle qui va vers de la Super League, où les modèles, on va dire, de gros clubs vont se réunir. Il faut aussi penser à ça, parce que dans quelques années, est-ce que le modèle championnat de France va encore exister comme on le vit actuellement? Les questions se posent actuellement. Par rapport aussi à la compétitivité, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au PSG, il y a cette volonté de siéger au stade Jean-Bouin, qui est à quelques mètres géographiquement du Parc des Princes. Comme tu l'as dit, il y a aussi le problème avec Anne Hidalgo, qui a un argument supplémentaire pour mettre la pression sur les dirigeants parisiens pour le Parc des Princes. Donc ça, en fait, toutes les cartes vont être redistribuées. Ça va créer potentiellement un derby, même si dans quelques années, le PSG aura pris une certaine dimension. Je pense que le Paris FC a un trop gros retard aujourd'hui pour se dire d'être un vrai rival pour le PSG sportivement actuellement, même si il y a aussi ce problème de le PSG a un peu reculé sur les dernières années par rapport à leur politique sportive, à recruter des jeunes, etc., ce que va potentiellement faire le Paris FC. Mais il faut aussi rappeler que le Paris FC est encore en Ligue 2, il n'y a que 2 places pour monter en Ligue 1. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais je pense qu'avant de parler de cadre européen, il faut que le Paris FC se stature en tant que club de première division française et de haut de tableau. Parce que, excuse-moi, juste pour finir, il y avait l'exemple du Matra Racing dans les années 80, racheté par Lagardère. Au final, ils ont remporté aucun trophée, ils ont fait au mieux une 7e place, alors qu'ils avaient ramené des Lidbarski, des Luis Fernandez, des Enzo Francescoli. Donc on a de plus en plus de concurrence dans le football mondial d'investisseurs, donc ce n'est pas tout d'avoir de l'argent, mais aussi savoir comment l'utiliser et comment le mettre à profit. Mais justement, le fait que ce soit une famille française, la première fortune de France, ça peut aussi donner
plus de légitimité et peut-être lancer un peu le projet au Paris FC. En plus, ils ont Rai qui peut aussi bien faire le projet, quoi. Alors, ça va donner de la pérennité au projet, comme on le voit avec la famille Pinault à Rennes. Quand tu as la famille Pinault derrière toi, tu es serein et tu peux... Rennes, on a vu qu'à certains moments, dans les périodes du Covid, c'est un club qui a mieux résisté que les autres. Après, moi, ce qui me rassure pour ce projet, c'est l'arrivée de Red Bull. Red Bull, c'est... Alors, même s'il y a du business, c'est des gens qui connaissent le football, c'est des gens qui ont mis en place des stratégies qui ont fonctionné dans le football européen. Moi, je vois ce club-là plus comme une antenne. Parce qu'aujourd'hui, si on analyse bien, Red Bull chasse les footballeurs français. Et le plus grand bassin au monde, c'est la région parisienne. Moi, je pense que le Paris FC, il est un carrefour stratégique. C'est un club qui est implanté un peu en banlieue. Au final, les terrains des jeunes, d'ailleurs, sont souvent en banlieue. On les voit du côté un peu d'Orly, dans le 9-4, dans d'autres endroits du 9-4 aussi. Donc, je trouve que stratégiquement, c'est très malin d'aller vers là-bas. Ça va permettre de piocher les jeunes et de pouvoir prendre une longueur d'avance sur le Paris Saint-Germain en amont. En fait, là où je suis d'accord avec toi, c'est que le choix est trop stratégique pour ne pas l'être. Et en plus, même quand tu connais la famille, cette famille qui a pour habitude d'investir, même propriétaire d'LVMH, je veux dire, eux, leur politique business, c'est vraiment faire de l'argent, même s'ils ont peut-être un intérêt pour le football dans leur passion commune. Mais cette famille-là, est quand même là pour se faire de l'argent. Il s'associe à une entité qui est présente dans le sport, mais qui est très douée pour l'achat-revente, le trading, avec l'achat de jeunes pour revendre, etc. Le cocktail montre que ce que tu dis est vrai, c'est que est-ce que la volonté est de devenir le club numéro 1 français, ou alors le sportif, ou le club numéro 1 français dans l'achat-revente, et créer une ossature sportive intéressante, mais pas non plus de là à concurrencer le PSG et viser potentiellement le royaume d'Europe, tu vois. Exactement. Il veut de l'influence aussi, selon vous, gagner de l'influence aussi? Parce que le sport, voilà, c'est... Moi, de l'influence, c'est-à-dire au niveau politique, tu parles? Oui, surtout, oui. Parce que ça a une grosse résonance, le sport. Le Paris FC était déjà très influent politiquement. Hein. C'était, on va dire, peut-être même avec l'OM... Les deux clubs d'Emmanuel Macron. Donc le Paris FC, le président Ferracci était très lié à Emmanuel Macron. Donc je pense pas que ça soit... Bernard Arnault, hein, moi je parlais de la famille Arnault. C'est-à-dire, est-ce que devenir dans le sport... De toute façon, aujourd'hui, il y a toujours un intérêt politique quand tu arrives dans le football. C'est indissociable parce qu'aujourd'hui, faire de l'argent dans le football... faire l'argent dans le football, c'est très non, justement, je trouve que c'est très compliqué aujourd'hui. Oui. C'est plus des intérêts d'image, politiques, comme l'a fait le Qatar avec l'achat d'immobilier, les relations géopolitiques. Ça vaut 4 milliards maintenant, le PSG. Et ils l'ont racheté à 80 millions, si je dis pas de bêtises, non ? Mais ils ont dépensé combien, justement ? Je parle vraiment en termes de transfert, de salaire, etc. Si on fait le bilan, je ne sais pas s'ils sont dans le vert. Mais ce qui est sûr, c'est que les arrangements qu'ils ont eu pour avoir la Coupe du Monde en 2022 chez eux, tous les arrangements divers et variés, je pense qu'ils sont gagnants. Oui. Mais il ne faut pas compter que économiquement, c'est en termes d'image, de relations politiques, etc. Et je pense que ça peut aussi aller dans ce sens-là. Ça peut aller peut-être dans ce sens-là. Après, je ne vais pas vous mentir, c'est compliqué, moi, de lire le projet de Bernard Arnault d'un point de vue politique, où il veut aller, jusqu'où il veut aller. Mais ça peut être lié, effectivement. Ce qui est un peu le paradoxe, on parlait aussi de concurrencer le PSG, créer une rivalité. Oui. Pour créer une rivalité, il faut des supporters. Et le PFC aujourd'hui, c'est pour moi un club qui n'a pas assez de supporters. Il n'a pas une vraie base, une vraie identité. Oui. Par exemple, le Red Star, c'est un club qui a une vraie identité, je pense. C'est un club qui a un vrai bassin de supporters. Ils n'ont pas un grand stade en plus. Ils auraient pu jouer sur le côté populaire, exactement. Auraient pu jouer sur le côté populaire de la banlieue pour essayer un peu de les... Après, le Red Star, ça fait quelques années qu'il y a un peu ce conflit avec la direction qui essaye un peu de boboiser, si je puis dire, le club. C'est alors que les places sont payantes et compagnie, contrairement au PFC. Ouais, non, mais même pas que ça, tu vois, mais même le prix du maillot, comment on appelle ça, les goodies, les écharpes. Oui. Non, mais voilà, c'est ça. Non, mais même comment est formé le maillot, les prix, la politique un petit peu bling-bling qu'ils mettent en place, alors qu'à la base, le Red Star, c'est tout sauf ça. Mais il y a un bassin de supporters, quand même, tu vois, dans ce club-là.
C'est moins populaire selon toi, le Red Star? C'est devenu moins populaire? Non, le Red Star, en fait, parce que pour connaître quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps là-bas, il m'expliquait que justement il y avait un gros conflit entre la direction et les supporters fidèles parce qu'ils sentaient que le club commençait à prendre un virage très mettre en avant les loges VIP, vendre de l'espace, que ce soit un petit club bling-bling, alors que ça s'éloigne totalement de l'ADN du club. Mais du coup, je pense qu'avec ce club-là, du moins, qui a une identité, qui a une histoire, je pense que ça aurait eu plus de sens pour créer une rivalité dans l'hypothèse où, évidemment, il n'y a pas de Super League, le PSG reste en Ligue 1, le PSG ne progresse pas énormément, si c'est le PSG de cette saison-là, et que le Red Star arrive à créer un petit quelque chose, il y aurait eu plus de sens. Moi, je sais pas. Moi, je suis pas trop d'accord. Je trouve que... Justement, je trouve que le Red Star... Parlons dans l'hypothèse où il n'y a pas de Super League, Raphaël. Même sans ça, je trouve que le Red Star a une image qui est assumée et... Je pense pas que ce soit la volonté, parce qu'il y a eu aussi une tentative dans les années 2000 d'investir justement dans le Red Star, et on a vu que ça n'a pas pris, parce que justement, il n'y avait pas cette volonté à l'époque, du moins, de se développer à ce niveau-là. Ils voulaient quand même privilégier de garder l'image et justement la culture club que de la mettre de côté pour développer d'autres points sur l'aspect sportif. Mais moi, j'aurais peut-être vu plus le Racing, qui est en N2 aujourd'hui, qui est en passe de monter en N1 depuis 2-3 ans et qui ont un bon projet actuellement. Et je pense que ramener justement un investisseur pour ramener plus de billes au club aurait pu peut-être relancer un Matra Racing 2.0 qui n'a pas marché dans les années 80. Mais après, quand on entend rivalité, forcément le PSG aura 2-3 dimensions au-dessus. Mais une rivalité, plus un match avec de l'animosité, des tensions, de la tension, plus un peu une espèce d'adrénaline. Moi, je pense que tu vois, le Red Star, c'est quand même un club qui a une identité de base complètement différente de celle du PSG. Non, mais la différence avec que ce soit le Racing Club Paris, le Paris FC et le Red Star, c'est que dans le nom des clubs, c'est bête ce que je veux dire, mais il y a le nom Paris. Il y a le Racing Club de Paris et le Paris FC. Tu vois, une rivalité à l'échelle européenne, Red Star, PSG... Non, pas à l'échelle européenne. Moi, je te parle pas à l'échelle... Je te parle juste même à l'échelle locale. Même à l'échelle locale, tu vois, par exemple, Paris FC, ça reste domicilié dans le 75. Le Red Star, c'est à Saint-Ouen. Ils n'ont pas de stade. C'est ça aussi, je pense. Moi, je trouve qu'il faut quand même différencier la ville de Paris et la banlieue parisienne. Là, avec le Paris FC, ça fait 2 villes de Paris et pas d'Île-de-France, tu vois. Parce qu'à l'Île-de-France, il y a aussi Créteil, il y avait aussi quelque chose qui avait été tenté à un moment. Le Paris FC, c'est le projet le plus solide en vrai aussi. Ah oui. Parce qu'il y a eu le Bahreïn qui est arrivé, il y a déjà quelque chose qui est mis en place aussi. Ça fait 2 ou 3 années de suite ils ont un stade, le stade Charletti. Ils ont participé ces dernières années 2 à 3 fois au barrage pour monter en Ligue 1. Donc ça veut dire qu'ils ont une... Et même là, ils ont pris des joueurs, ils ont pris des joueurs cet été, ils ont pris Maxime Lopez, par exemple, qui aurait pu jouer dans des équipes qui jouent l'Europe. Donc ils attirent. Mais j'entends ce que tu dis, je comprends ce que tu dis. Après, je pense que ça aurait... Moi, je pense en 2 mots, racheter le Red Star pour faire un club un petit peu à l'image de Red Bull et tout, ça aurait cassé l'image de Red Star. Même les supporters ne l'auraient pas accepté. Non, mais pas l'image de Red Bull. Moi, je t'aurais dit, il y aurait un investisseur qui mettait un peu de blé, qui remet le club en Ligue 1. Ça aurait créé quand même un petit quelque chose, même si c'est la banlieue, ça aurait créé une petite opposition un peu, tu vois. Mais ça ne serait plus la banlieue, je pense. Tu vois, c'est comme si demain, je parlais de ton club, Marseille vont se faire racheter par les Saoudiens, on ne sait pas. En tout cas, tu sais très bien que s'ils se font racheter, l'ADN Marseille va disparaître peu à peu. Peut-être pas d'une année à l'autre, mais sur le temps, il y aura un avant et un après. Pour certains supporters. Alors au PSG, c'est un débat parce qu'au PSG, avant que les Qataris arrivent, il y a déjà eu un balayage dans les tribunes et autour de l'ADN du club avec le plan Le Prou. Mais par rapport à Marseille, c'est plus dans le sens où forcément il y a des choses qui se font actuellement à Marseille, on va pas les définir ici, qui pourront plus se passer dans plusieurs années si les Saoudiens rachètent le club cette année, parce que il y aura d'autres choses mises en place et petit à petit le club va prendre un nouveau tournant. Mais c'est normal. Je veux dire, quand il y a d'autres priorités, d'autres parties prenantes dans les dirigeants et d'autres objectifs, indirectement, ça amène d'autres personnes, ça va faire bouger des places, ça va changer les mentalités, mais les prix vont augmenter dans le stade. Enfin, tu sais, un effet boule de neige. Après, c'est un peu compliqué. Moi, je pense que dans mon raisonnement, je pense qu'il y a
je prends plus en compte que toi l'impact culturel de la ville sur le foot, tu vois, ou même de la naissance du club sur le foot. Marseille, on va prendre ça loin du débat, mais je pense qu'il y a une telle présence du foot dans la ville que c'est très compliqué de faire le parallèle. Après, moi, même, je parlais, pourquoi je vais insister sur l'impact culturel. Le PFC, ben concrètement, tu vois, regarde, c'est pas un club qui fait rêver les petits de Paris, quoi. Tu vois, quand t'es né à Paris... Parce qu'il n'y a pas des gros joueurs aussi. Oui, mais même dans l'histoire... C'est-à-dire que s'il y a des gros joueurs qui arrivent, comme ce qui s'est passé au PSG avec Paoletta, Ronaldinho, etc., non en fait, moi, ce que je veux insister sur la notion d'appartenance, peut-être que le club aurait été dans le 9-4, je me serais dit, ça aurait pu créer un petit quelque chose, parce qu'il a la frontière du... mais parce que je pense... loin de Paris. Ouais, mais parce que je pense aussi que tu... Parce que moi, je suis bien placé pour parler. Bien sûr, non, mais tu sous-estimes les effets que peut faire un rachat avec des investissements massifs, parce que je te donne un exemple, tu dis qu'à Marseille, il y a la culture foot, il n'y a pas de problème. Tout comme en Angleterre, on est d'accord. À Londres, on peut pas. Oui. À Londres, on est d'accord. Oui. Tu vois, quand ils ont éradiqué les hooligans dans les années 90 et que les frères Glazer qui ont acheté Manchester, là je parle de Manchester, ou les autres clubs qui ont commencé à avoir plus de moyens, Chelsea notamment, avec Abramovich, etc. Au final, ce qui s'est passé, c'est que tout ce nouveau modèle Première Ligue avec les droits TV qui ont explosé, ont fait que les clubs avaient plus d'argent. Ce qui fait qu'ils avaient plus d'argent, ils ont augmenté les prix des places pour que les hooligans ne viennent pas. Et au final, aujourd'hui, tous les vrais supporters, la culture, elle est toujours présente. J'y étais il y a 3 semaines à Londres. Elle est toujours présente, sauf que maintenant les gens ils vont dans les pubs pour regarder les matchs, ils vont dans leur salon, ils vont plus au stade. Et en fait, si tu veux, c'est pas parce qu'il y a une culture dans ta ville que dans le stade de ta ville et dans le club de ta ville, à terme, ils puissent pas avoir de changement. Et ça n'enlèvera pas qu'il y aura toujours une culture à Marseille, mais il faut dissocier que Marseille, c'est pas l'OM, tu vois, c'est deux choses différentes. Bien sûr. Même si Marseille, c'est particulier. Après, c'est un peu particulier parce que c'est un club, enfin, la plus grande richesse de ce club, c'est ses supporters. Si tu enlèves ses supporters, ce club n'existe plus. Mais si les Saoudiens arrivent avec de l'argent, ça sera quoi la plus grande richesse à terme? Tu vois ce que je veux dire? À terme, bien sûr, mais après. Parce que t'inquiète pas que les gens qui habitent autour de Marseille, etc., quand ils vont voir des stars arriver, ils vont pas avoir de problème pour remplir le stade, même s'il n'y a plus l'identité OM. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus dans ce sens-là que je dis ça. Mais après, c'est toujours, en fait, ce qui est intéressant, c'est toujours l'histoire que tu vends quand tu es propriétaire ou que tu diriges un club. C'est quelle histoire que tu vends. Si demain tu achètes l'OM et tu enlèves sa plus grande richesse qui a construit son histoire, parce qu'il faut savoir qu'on va parler vivement de l'OM, mais rapidement, mais c'est quand même un club qui a été sauvé par ses supporters, même dans les années 80, d'une mort. Et puis, les supporters ont été tellement omniprésents dans le club. Si demain tu enlèves ça dans ce club, si tu enlèves... quelle est l'histoire que tu racontes? Tu vas rendre une histoire peut-être qui va être plus banale, moins intéressante que ce qui se fait déjà ailleurs. Est-ce que c'est pas l'avenir du football? Mais après on se robotise, donc toutes les histoires deviennent les mêmes et puis il y a plus d'émotions, plus de particularités. On est en 2024. Si demain l'OM connaît la même mésaventure qu'il y a dans les années 80 voire 90 quand ils sont descendus en D2, est-ce que aujourd'hui en 2024 les supporters seraient capables d'avoir les mêmes actes qu'il y a 30 ans en arrière, c'est-à-dire mettre de l'argent de leur poche pour essayer de sauver le club, etc. Le football a changé et on le consomme différemment. C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, je suis pas sûr... C'est plus business maintenant. Je suis pas sûr que les supporters actuels qui vont au stade ont la même mentalité, la même déterre, si tu préfères, pour... Ouais. L'histoire parlera. Ils ont moins d'argent surtout, je pense. Ils ont moins d'argent, mais l'histoire parlera. Mais après, moi, j'essaie toujours de me dire... Quand tu achètes un club de foot, quelle est l'histoire que tu vas vendre à tes supporters pour qu'ils accrochent sur la durée, pas que sur le long terme. Paris, mine de rien, ça a toujours été un peu la ville bling-bling. Le Paris Saint-Germain a toujours eu un peu des stars, même avant, en fait, en réalité. Ça a toujours été. Ça a toujours été un club. Toujours. Et on a tendance à dire que le PSG a existé avant QSI. Le PSG est en demi-finale de Ligue des Champions avant QSI. Ça a toujours été un peu le club un peu bling-bling, qui a toujours su attirer, même en 2008, quand le PSG se sauve de la relégation, ils vont attirer des joueurs titulaires de l'équipe de France comme Makélélé, par exemple, ou même Thuram, qui se débat. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que ça a toujours été un club. Je veux dire, c'est ce qu'a fait le Qatar, ce n'est pas complètement opposé à l'ADN, à l'identité et à l'histoire du PSG. Alors oui, il y a des choses derrière qui ont fait qu'il y a des coupures avec ce qui s'était fait avant, mais c'est pas complètement opposé à ce qui s'était fait avant sur certains aspects, tu vois. Mais regarde, tu prends l'exemple du PSG, mais quand Canal a racheté le PSG en 91, au final, Paris avant, c'était pas une grande équipe, ils nous avaient gagné un titre en 86. Qu'est-ce qu'ils font en 91, 92, etc. Ils achètent des stars, Valdo, Ouya, tous ces joueurs-là. Et au final, ça montre que même avec un passif de 20 ans seulement d'histoire, avec pas grand-chose à mettre sous la dent, en 2-3 ans, Paris est devenu
même à l'époque, le Parc des Princes n'était jamais rempli. Hein. Oui. Et sur 2-3 ans, le virage Auteuil a été créé justement l'année où Canal est arrivé. Et ensuite, en quelques années, on est passé d'un public où on n'arrivait même pas à remplir le stade à limite une des meilleures ambiances d'Europe. C'est pour ça que je te dis que même quand t'as pas c'est pour ça que je fais pareil avec le Paris FC. C'est pas parce que t'as pas un gros héritage sur le plan supporter. En quelques années, si tu fais une bonne politique. Surtout que regarde, c'est ce que je veux dire tout à l'heure, si le Parc des Princes si le PSG vient déménager et jouer à Montigny-Bretonneux ou à Poissy ou je sais pas où, tu crois que les supporters qui habitent dans le 16e, le 15e, etc., les mecs qui vont au stade voir du football, voir le PSG, ils vont se dire, j'ai 2 choix. Soit je vais aller au fin fond de l'Île-de-France supporter le PSG alors qu'il va y avoir tous les mecs qui vont y aller et ça va être galère de prendre une place, ou alors je prends le métro, il y a le stade Jean-Bouin, il y a le Paris FC, ils vont monter en Ligue 1. Bon, pourquoi pas, il y a des bons joueurs. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent aussi... C'est vrai que sur ça, oui, ce sera plus compliqué pour le PSG. Il y a beaucoup de supporters qui sont éloignés de cette nouvelle identité parisienne post-QSI. Peut-être qu'eux, ils vont se dire, ah bon, vas-y, moi je me reconnais plus dans le PSG QSI, Paris FC, why not, tu vois. Après, est-ce que ça, c'est toute la définition des supporters. Les nouveaux, je pense qu'il y a les petits jeunes anciens, qui vont venir. Mais même les anciens tu penses qu'ils peuvent retourner leur veste? Mais non, les anciens qui aujourd'hui sont contre la politique qatari, il y en a beaucoup qui sont partis au Paris FC. D'autant plus si le Paris FC prend du galon dans leur projet, clairement. Ça peut être aussi un argument pour eux de se rapprocher de ce club-là aussi. Ça peut faire vraiment un vrai derby. Moi, je vais peut-être poser une question risquée, mais est-ce que ça peut pas être aussi, peut-être, je me dis ça, dans 10, 15, 20 ans, le prochain Manchester City a gagné peut-être la Coupe d'Europe, ou est-ce que c'est un débat risqué? Non, alors, vu ce qu'ils annoncent en termes vu les personnes qui s'annoncent être dans le projet, moi, j'imagine pas un projet à la Manchester City. Moi, j'imagine plutôt un projet dans le trading. J'imagine plus de ça. Mais après, là où c'est intéressant, je vais quand même aller un peu rejoindre mon acolyte, Raph, c'est que les supporters, là où les nouveaux supporters ont évolué aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas forcément attachés au club, mais ils sont attachés aux joueurs. Et c'est vrai que je me mets à la place des petits. S'ils sont attachés à des joueurs, par exemple, je mets à la place d'un petit du 9-4 qui vient du 9-4 ou du 9-3. S'il est attaché à un joueur qui vient de sa ville, qui éclot au Paris FC, qui explose au Paris FC, il va inconsciemment s'attacher au Paris FC. Donc ça, c'est vrai que c'est une donnée à prendre en compte. C'est peut-être aussi un peu une des limites, même si je ne suis pas forcément d'accord avec Raph, c'est peut-être une des limites de mon raisonnement, c'est que les nouveaux supporters d'aujourd'hui ne sont plus forcément attachés au club, mais ils sont aussi attachés aux joueurs. Je parle de la nouvelle génération. Et puis même sans parler de ça, tu vois, par exemple, le Paris FC, ils se font racheter, ils remontent en Ligue 1, ça marche, ils ramènent des joueurs intéressants. Tu sais, aujourd'hui, on voit les gens... Je dis pas qu'ils courent pour le buzz, mais ils aiment bien, tu sais, prendre à contre-pied certaines personnes. Sûr. Et comme le PSG, c'est un club que, si on va pas se mentir, qui est très mal aimé en France. Enfin, je veux dire, il a la grosse base aujourd'hui, mais dans les années 2000, le PSG, tu regardais les guignols de l'info, ils se faisaient détruire. C'est toujours clivant, même, le PSG. Il y a beaucoup, c'est soit tu aimes, soit tu aimes pas. Et dans les je n'aime pas, t'en as plein qui pourront se dire, bon, bah, le PFC, c'est un peu le concurrent. On a une espèce de sympathie parce qu'il titille le PSG sur l'image et tout. Bah, il y a plein d'arguments en fait pour supporter le PSC, la localisation, la nouveauté, le fait que il y a des valeurs aussi, peut-être. Peut-être. Après ça, on peut pas le savoir, mais pas le savoir. Ouais. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, Dounia, sur le projet City, on peut pas trop. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, tu vois. Par exemple, quand on prenait le projet PSG en 2011, au début, ils annonçaient des 100 millions d'euros d'investissement sur le premier marché des transferts, ce qui était énorme à l'époque. Mais est-ce qu'on allait deviner que quelques années après, ils allaient lâcher 222 patates pour Neymar? Tu vois, des fois, le projet, selon les résultats de l'instant T, peut évoluer sur une branche ou une autre. Monaco, c'est pareil. Au départ, Rames, Falcao, etc. Quand le président il a eu des problèmes avec de divorce, etc., ah bah là, il a commencé à changer son fusil d'épaule et faire de l'achat-revente, acheter des jeunes, les revendre. Parce que voilà, c'est le cours de la vie, en fait. On ne sait pas ce qui se passera dans les années à venir. Bien sûr. Et peut-être même, qui sait, si le PSG ne sera pas revendu... ils vont peut-être revendre des pourcentages. Ils ont déjà vendu 15% à Arstos. Donc ouais, c'est vrai que c'est obscur. Mais après, ça s'annonce excitant. On va voir ce que donnera l'avenir.
Ça va faire le plus gros derby de France, je pense. Hein. C'est un peu comme Arsenal-Chelsea en Angleterre ou United City, quoi. Et on en a besoin parce qu'en France, on a la seule, c'est la seule capitale européenne, Paris, qui n'avait pas de grands clubs. C'est ça. Parce qu'en Espagne, tu as Real Madrid, Atlético. C'est vrai. C'est vrai. Après, t'as rien. En Angleterre, t'as Lazio. West Ham Millwall en Angleterre, mais là c'était plus pour la bagarre. Non mais c'est vrai que oui, à Paris, en tout cas ce qui est sûr, c'est que ça fait des années qu'on attend un deuxième club parisien en première division. Ouais. Et là, on n'a jamais été aussi proche depuis le Matra Racing d'en avoir un et qui peut vraiment concurrencer sur du moyen terme au moins le PSG sur des aspects du moins. Sur certains aspects. En tout cas, voilà, c'est vrai que du moins ça va remuer le PSG et ça va sur certains aspects, au moins du moins la formation et aussi sur le Parc des Princes. Et puis même pour même parler de la Ligue 1, ça peut amener aussi un autre bon club à la Ligue 1, sachant qu'on sait que la Ligue 1 souffre aussi d'un championnat de vitesse. Il y a Monaco, Marseille qui est régulier, Lyon en ce moment c'est un peu compliqué. Amener du 109 à un club qui a des nouvelles idées et amener même un club supplémentaire capable de rehausser le niveau du championnat tout simplement. Moi je prends, moi perso en tant que supporter parisien je prends parce qu'on en a besoin. On a besoin, effectivement. Il en faudrait plus aussi du coup. Il faudrait plus de personnes. Et puis aussi inconsciemment, ça va attirer l'œil sur les autres clubs aussi, parce que peut-être ces clubs-là vont attirer d'autres investisseurs. C'est pour ça que dans les années 2013, là, quand il y avait Monaco, quand je voyais le recrutement de Monaco, en parallèle, tu avais l'Azerbaïdjan avec le RC Lens, t'avais pas mal de rumeurs. Enfin, en fait, j'ai l'impression que ça peut aussi, comme tu dis, amener d'autres clubs à revoir leur stratégie. Même derrière, ils viennent. C'est ça. Ou des fortunes qui arrivent aussi en France après, quoi. C'est ça un peu. Bien sûr. On aimerait bien que ça soit comme un peu l'Arabie Saoudite a ramené des grosses stars aussi. Ce sera forcément, alors des grosses stars, je sais pas, parce que bon, en France c'est un peu compliqué, mais c'est toujours intéressant d'avoir. Moi, je supporte l'équipe qui gagne tous les ans la Ligue 1 et on reproche qu'il n'y a pas assez de concurrence. Donc moi, j'en veux de la concurrence et surtout à Paris, ça amènera un peu de piquant dans ce championnat qui parfois est devenu un peu triste, faut dire la vérité. Ça fait un moment et aussi pour les droits TV, c'est le bienvenu. Ça, c'est vrai. Bon, on a terminé avec ce premier sujet.